Bien, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire qui a pour thème Résilience et gestion des risques après le Covid-19. Quelles mesures intégrer dans votre PCA? Ce webinaire est animé par Cathy Barret-Baumard, fondatrice d'Action Atout Formation et experte en qualité management dans le secteur sanitaire et médico-social. Alors, la présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie d'une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat, converser, qui se trouve en bas de votre écran, et je les formulerai à Cathy Barret-Baumard à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Et il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse donc la parole à Cathy Barret-Baumard. Bonjour à tous et je suis ravie de pouvoir vous rejoindre donc sur cette présentation puisque effectivement c'est un sujet qui nous importe beaucoup en cette période de déconfinement et de redémarrage pour beaucoup d'entre nous d'activités. Donc, la résilience et la gestion des risques après ce fameux Covid-19, quelles mesures intégrer dans votre PCA? Nous allons en priorité aborder donc la résilience et la gestion des risques, cette notion très importante aujourd'hui, et puis faire deux zooms sur les risques psychosociaux et les risques sanitaires pour ce matin. Donc, la résilience et la gestion des risques, eh bien, on s'est rendu compte, et encore une fois, ce n'est pas la première, qu'on ne peut pas forcément tout prévoir et se protéger à 100% des aléas. Donc, la résilience, c'est la capacité, bien sûr, à pouvoir tout simplement avoir la capacité d'un système, d'une organisation, d'une entreprise, mais quelle que soit sa taille, à faire face aux chocs soudains, au stress et aux incertitudes. Donc, du coup, eh bien, on va passer par des phases de la courbe du deuil qui a été longuement expliquée par Elisabeth Kubler-Ross et qu'on retrouve, nous, dans notre domaine d'activité beaucoup, dans toutes les formations et toutes les prises en charge des services comme soins palliatifs fin de vie, mais qui aujourd'hui, eh bien, s'adaptent parfaitement à notre système, notre besoin de résilience pour faire le deuil, c'est-à-dire ça passera par un moment bien sûr de colère, d'abord après le choc, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et puis après on va se dire ben oui, on aurait peut-être dû faire autrement, et il y a peut-être un petit moment de dépression qui va s'installer, parfois un grand moment de dépression, et puis après ben, il faut reconstruire et repartir sur de bonnes bases. Donc, c'est toutes ces phases qu'un chef d'entreprise, qu'un manager aujourd'hui, qu'un responsable des risques va devoir anticiper ou va devoir imaginer avec son équipe. Donc, la résilience, effectivement, propose 100% de réponse au spectre des crises. Pourquoi? Parce qu'elle va intégrer l'ensemble de l'organisation. On va passer par l'individu avec effectivement une attention au personnel. On va aborder l'anticipation pour pouvoir essayer de gérer les risques au mieux à venir. On va mobiliser des forces internes, externes, aussi bien sur le plan opérationnel que sur le plan stratégique. On va avoir après, évidemment, une action collective ou même simultanément, ça va dépendre des entreprises et de la taille des entreprises. Et bien sûr, le collectif va aussi intégrer toute la partie professionnelle, toute la réactivité, toute la partie aussi motivation, parce que le confinement a pu laisser des traces sur certaines personnes et qui sont aujourd'hui très stressées de reprendre le travail, donc qui sont motivées, mais en même temps qui attendent de pouvoir voir comment va se réorganiser leur travail de demain.
En ce qui concerne le secteur sanitaire et social et médico-social qui a été très, très touché par cette crise, aujourd'hui, on a aussi des personnels qui sont en épuisement professionnel pour certains et qui se posent des questions sur leur avenir professionnel, etc. Donc, cette partie motivation va être très importante pour beaucoup d'entre nous. Et bien entendu, au niveau stratégique, c'est élémentaire, c'est essentiel que la direction puisse fixer les bases, fixer la feuille de route de cette démarche résiliente et pouvoir engager l'ensemble des personnes au niveau micro, c'est-à-dire d'un service, au niveau d'un petit groupe, au niveau macro de l'entreprise ou de la structure en général. Ça peut passer par un recentrage d'activité, un recentrage d'organisation, mais ça peut passer aussi par une disruptivité totale, c'est-à-dire un changement de méthode de travail qui devra être accepté par tous. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit se faire, bien sûr, sur la durée. Donc, le Covid-19, c'est ce qu'on appelle un signe noir. Donc, c'est un événement qui est absolument qu'on n'a pas pu anticiper, qui est arrivé et qu'on n'a pas pu voir venir. Donc, du coup, le choc a été important et la culture résiliente post-choc. Pour l'entreprise, il va y avoir bien sûr la réaction à ce choc et puis les propositions d'adaptation et de flexibilité. On l'a pu le voir notamment avec l'instauration très importante du télétravail pour beaucoup d'entreprises. Et puis après, on va aussi aborder ce choc et ce post-choc avec les salariés, avec la responsabilisation de ces salariés, l'autonomie d'action et entrevoir, bien sûr, la gestion de l'imprévu pour la suite de nos organisations. Donc, le processus de résilience, vous l'avez compris, le choc, une période de rupture que l'on vit en ce moment et ensuite, heureusement, l'émergence d'opportunités nouvelles pour pouvoir, je dirais, se réinventer et repartir et la renaissance de l'organisation. Donc, le premier focus, qui est un focus, à mon sens, excessivement important aujourd'hui dans la reprise, c'est tout ce que sont les risques psychosociaux avec la préparation de la reprise avec les salariés et leurs représentants, s'il y en a dans vos structures. Il faut prévoir un accueil personnalisé de chaque salarié qui va avoir besoin d'informations sur les mesures barrières et surtout sur la distanciation sociale parce que effectivement tout se dit, tout s'entend, mais dans votre entreprise, dans votre structure, il va y avoir des spécificités et il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Et c'est important aussi de pouvoir préciser bien toutes les procédures, tous les protocoles, tous les processus que vous avez mis en place. On peut faire un tour de l'entreprise, de la structure pour expliquer les circuits, expliquer tout ce que vous avez pu mettre en place en termes de tenue, de surtenue, de port des équipements individuels, etc. On va aussi pouvoir organiser au plus tôt un retour d'expérience du confinement, parce que là aussi, ça permet de lever les angoisses de la reprise du travail pour certaines personnes qui n'ont parfois pas mis les pieds dehors depuis longtemps. Hier, j'étais avec quelqu'un qui me dit aujourd'hui, ça m'a vraiment fait très bizarre de conduire à nouveau. On a l'impression que c'est quelque chose qui est particulier, mais elle était très angoissée de reprendre le volant de sa voiture, par exemple. Donc, il faut aussi avoir, on le sait, la situation pour certaines entreprises est délicate, une communication
absolument vrai sur tout ce qui va être la situation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en termes de stratégie, les dirigeants vont devoir dire exactement ce qui se projette pour la suite de l'activité et ce qui se projette pour les salariés sur un plan global et sur un plan plus personnel. Avoir aussi, pour certaines structures, une vigilance sur la surcharge de travail, parce que parfois, on peut être effectivement tenté de reprendre le travail très vite, parfois trop. Donc, toute cette partie organisationnelle est évidemment essentielle. Il faut bien sûr avoir une vigilance sur les états de stress ou de tension, car ces états pourraient conduire, je dirais, à des débordements physiques ou verbaux qui ne sont pas tolérables en entreprise. Donc, il va falloir là aussi avoir des actions soit en individuel, soit de groupe, prévenir, informer les professionnels qu'ils peuvent avoir recours à telle ou telle autre méthode. Il va falloir prévoir la restauration du collectif de travail avec les mesures barrières et notamment ces mesures de distanciation. Certains vont reprendre le travail très différemment et parfois avoir du mal à accepter ces nouvelles méthodes qui changent globalement l'ensemble, je dirais, de l'ambiance de travail. Et bien entendu, ça passera par la valorisation des managers opérationnels qui sont, eux, vraiment aux côtés des équipes, qui vont être là pour les écouter, les encadrer en toute bienveillance. Et là aussi, les managers doivent être prêts à être aujourd'hui plutôt des personnes qui vont être conseillères, qui vont être dans la réflexion avec les personnels et aussi dans les explications. Bien entendu, l'implication des instances sociales dans tous les moments de dialogue sont importantes, notamment si vous avez des instances en interne. Et la communication externe, la communication auprès de vos clients, auprès de toutes vos parties prenantes vont être elles aussi essentielles parce que ça permettra de maintenir la confiance. Et la confiance, en ces moments, c'est très important. Le second focus, bien sûr, on en parle depuis très longtemps aujourd'hui, les managers doivent se préparer à comprendre le virus, son comportement, son évolution, bien entendu. On entend beaucoup de choses. Donc là aussi, il faut vérifier son information, vérifier comment on va mettre en place la situation sanitaire dans son entreprise et surtout s'assurer que l'on comprend ce que l'on met en place et adapter le niveau de protection des salariés à la satisfaction des clients. Donc là, vraiment, on a un travail à faire avec aussi les parties prenantes. Et il faut bien sûr se préparer en fonction des zones et des exigences réglementaires. Donc tout ce travail-là peut se faire en groupe pluriprofessionnel, bien évidemment, et on peut inviter des parties prenantes à ce travail très important pour la suite. Donc, le plan de continuité d'activité, c'est important de l'avoir. Il se bâtit sur cette base de scénarios de crise, fondés sur cette survenue d'événements rares dont nous venons de parler, où notre système va devenir fou, déclencher des événements qui sont statistiquement improbables à l'échelle du siècle, ces fameux signes noirs, donc aujourd'hui le Covid-19, hier le Brexit en 2018 et puis avant-hier la crise de Lehman Brothers en 2008. Tout ça, ce sont des signaux noirs, mais vous avez vu qu'on s'est remonté de ces situations, donc on est encore une fois capable de le faire. Donc, dans votre plan de continuité d'activité, il faut veiller à ce que vous ayez une adaptation constante face aux nouvelles situations. Et là, aujourd'hui, la nouvelle situation du Covid-19, elle est importante parce qu'on nous donne des informations au jour le jour sur
les tests et qu'est-ce qu'ils valent et comment ça va marcher et ce qui est mieux de faire ou moins bien, sur l'évolution du virus lui-même. Comment aujourd'hui contamine-t-il, comment demain il faut adapter les mesures barrières, quels produits on va utiliser, etc. Parce qu'on est face à un virus qui évolue tous les jours puisque les études sont totalement en cours. Du coup, vous allez devoir organiser, et là c'est très important, une veille réglementaire et d'actualité Covid-19 vraiment très fiable, donc je dirais presque au jour le jour. Ensuite, vous allez devoir identifier des nouvelles situations de travail, des processus, des activités, des ressources critiques au regard du risque de contamination, mais qui va lui aussi évoluer. Et vous allez bien entendu faire les analyses des impacts humains, commerciaux, financiers sur votre image que tout cela va avoir comme incidence au fur et à mesure, je dirais, de cette période de déconfinement et bien au-delà, me semble-t-il. On va retenir par exemple, voilà, que fait-on si on est sur un même lieu de vie ou de travail? Comment organise-t-on notre contact direct à moins d'1 mètre lors d'une toux ou d'un éternuement? Comment organise-t-on le contact direct lors d'une discussion de plus de 15 minutes en l'absence de mesures de protection? Comment s'organise-t-on si on a des difficultés à se laver très souvent les mains, etc., etc. Ce ne sont que des exemples, vous en aurez bien d'autres au gré de vos rencontres et de vos entreprises professionnelles. Vous allez décider bien sûr des mesures de prévention et là aussi on est dans le cœur du sujet, quand le télétravail préconisé massivement n'est pas possible, notamment en cas de contact sans possibilité de respect des mesures barrières. C'est le cas des professions avec lesquelles je travaille, qui sont toutes les professions du secteur sanitaire et médico-social. Vous allez instaurer un fonctionnement en mode dégradé, c'est-à-dire je n'ai pas tout mon personnel, je dois assurer quand même mon travail en toute sécurité auprès de mes clients. Comment est-ce que je m'organise? Évaluer les dispositifs de prévention et de protection avec le CSE. Communiquer les mesures aux services de santé au travail, aux intervenants externes, aux agents d'entretien, par exemple, etc., etc. Donc, effectivement, il y a des mesures de prévention à mettre en œuvre. Les services de santé au travail peuvent tout à fait être complètement associés au travail de retour et au travail de mise à jour du PCA. Enfin, vous allez devoir penser à actualiser votre document unique d'évaluation des risques professionnels, puisque c'est une obligation par le Code du travail. Donc, du coup, le fait de pouvoir travailler plus largement sur votre plan de continuité d'activité ou de reprise d'activité va être une aide précieuse puisque donc votre document unique va traduire notamment le plan d'action que vous allez mettre en œuvre. Donc, pour aller plus loin, je vous ai mis une petite bibliographie qui vous permet de pouvoir travailler et je reste moi aussi, bien sûr, à votre disposition si toutefois vous avez des questions. Et d'ores et déjà, vous remercie pour votre attention durant cette présentation. Très bien. Alors, merci Cathy Barré-Beaumard pour cette présentation riche en enseignements. Alors, nous avons déjà des questions de la part des personnes qui vous ont suivi et je vais, sans perdre un instant, vous en formuler quelques-unes. Vous pouvez bien évidemment continuer à en poser via le chat et Cathy tentera d'y répondre par la suite. Alors, première question, Cathy, est-ce que le document unique peut suffire et faire office de PCA pour une organisation simple? Oui, il peut suffire et faire office de PCA du fait que vous allez mettre dans votre document unique tous les éléments qui vont servir à la continuité d'activité sur des petites structures. Il n'y a aucun problème. Par contre, il faut bien que vous mettiez, que vous ayez travaillé en équipe ces nouvelles, ces nouvelles mesures, tout ce que vous allez mettre
en plus dans votre document unique en termes de télétravail, en termes de mesures sanitaires, de mesures de protection individuelles et collectives, etc., etc. Alors, deuxième question, comment actualiser les outils efficacement en équipe? Alors, en équipe, actualiser les outils efficacement, c'est déjà faire parler les gens. Je pense que la première chose, c'est d'organiser des groupes de travail qui sont donc que vous allez bien encadrer, pas forcément des groupes de travail sur des longues durées, mais des réunions avec des thématiques précises liées à l'étude des postes. Si vous l'avez déjà faite dans le cadre de votre document unique préalable ou de votre PCA, vous pouvez tout à fait les reprendre. Et puis, à partir de ces postes, eh bien, vous allez discuter ensemble de l'évolution. Ça va être la première chose. Vous pouvez aussi utiliser l'audit interne. Bon, c'est vrai que parfois, ce que j'utilise, c'est avec une équipe, la visite du site, de la structure et se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en œuvre? Et ensuite, faire travailler les personnes en groupe de travail par thématique. Mais je pense que c'est très important de pouvoir les faire travailler ensemble. Alors, une autre question. Donc, sur une petite structure, ne faut-il pas mieux privilégier les fiches réflexes plutôt que le PCA qui peut vite devenir une usine à gaz? Tout à fait d'accord avec ça, puisque on est bien d'accord, le document unique est obligatoire par la loi, que vous ayez un à plusieurs salariés. Par contre, le PCA ne l'est pas. C'est un outil très important à travailler avec la norme, notamment ISO 22301 qui est très intéressante, mais vous pouvez avoir cette démarche sans aucun problème. Alors justement, je rebondis donc sur la norme que vous venez de citer. La question était finalement, et qu'en est-il de l'appui normatif de la NFEN ISO 22-301? Alors, l'appui normatif est vraiment intéressant. Cette norme, elle est elle est dynamique, je dirais, et moi, j'aime bien m'appuyer sur elle quand on peut pour pouvoir construire un PCA parce que, si vous voulez, elle est vraiment dans l'esprit de la gestion des risques et ça permet, par exemple, de mettre en place des responsables de gestion de risque, des personnes qui vont s'impliquer. Donc, si on peut le faire, après ou même déjà, commencer à travailler avec, pour moi, c'est un vrai conseil, oui. Se former à cette norme et travailler avec, pour moi, c'est un vrai plus. Alors, une autre question, comment organiser le premier rétex en entreprise? Alors, le premier rétex en entreprise, il faut faire une proposition donc, de réunion à des personnes volontaires, par exemple, en disant voilà, on va faire un retour d'expérience sur ce que vous venez de vivre, par exemple, sur le confinement. Vous programmez une réunion et vous réunissez les personnes pour qu'elles puissent venir discuter avec vous. Et ensuite, vous faites un compte-rendu de rétex avec un plan d'action ou un plan de réflexion à mettre en œuvre. Alors, une autre question. Donc, la réflexion collective sur la reprise d'activité implique donc que les salariés se retrouvent. Comment travailler collectivement en amont du PCA et de la gestion des risques identifiés a posteriori? En amont du PCA, vous pouvez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça dépend de la taille de l'entreprise. Vous pouvez travailler avec un groupe de personnes qui vont, d'une part, être responsables, par exemple, d'un service ou qui vont être responsables d'une activité et donc ils vont venir d'abord travailler avec vous avec des outils d'études de risques d'audit interne, je dirais. Ouais, l'audit interne, ça peut être vraiment un bon outil pour commencer à travailler. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre audit interne, vous allez définir vos groupes de travail par thématique importante pour vous. Ça me semble être le meilleur moyen pour pouvoir démarrer. Merci Cathy. Une autre question. Donc, devant le déluge d'informations au sujet du Covid, comment trouver des informations fiables et pertinentes aujourd'hui qui ne seront pas contredites demain?
Oui, alors bon, pour moi, c'est les informations sur les sites officiels. Donc, je vous en ai mis deux, gouvernement.fr et INRS.fr. Je pense que c'est les sites officiels. Vous pouvez les avoir aussi par, par les organisations professionnelles qui ont mis en place des mesures spécifiques à vos secteurs d'activité. Mais je pense que c'est effectivement vers celles-ci qu'il faut se retourner et pas d'autres. Alors, merci encore. On va encore passer une petite question. Il faut rassurer aussi les clients. Quels conseils, étapes à mettre en place, sachant que nous ne pourrons pas satisfaire tous les besoins au regard des capacités. Ouais. Alors là, c'est pareil, le fait de pouvoir, je dirais satisfaire tous les clients, c'est expliquer bien évidemment votre démarche auprès d'eux très clairement et donner les priorités que vous allez mettre en place par rapport à vos activités. C'est intéressant de pouvoir donner, je dirais le plus possible, les échéances que vous allez vous fixer et qui seront les leurs et ensuite voir avec eux individuellement si elles leur conviennent ou s'il va falloir favoriser ou mettre en place des étapes intermédiaires. Alors, une toute dernière question. Le PCA peut contenir des infos confidentielles ou touche personnes clés ou les situations financières. Peut-on communiquer partiellement, surtout en externe? Alors, Ah, c'est-à-dire que le PCA peut contenir des informations confidentielles et peut-on communiquer partiellement, surtout en externe? non, on ne peut pas communiquer partiellement, surtout en externe, puisque du coup, vous allez entrer sous le coup du règlement de la protection des données, hein, le règlement européen de la protection des données. Donc, effectivement, il va falloir choisir les informations que vous allez devoir communiquer en externe. D'accord. Alors, bon, malheureusement, effectivement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous serions bien restés ensemble pour continuer cet échange, mais rassurez-vous, donc le webinaire a bien été enregistré et sera disponible dès cet après-midi sur parcourscroisé.com. Les questions que vous avez formulées qui n'ont pas pu être traitées seront transmises à Cathy Barré-Beaumard et elle tentera donc d'y répondre aussi vite que possible à la suite de l'article présentant l'enregistrement du webinaire. Je remercie bien évidemment je vous remercie pour avoir suivi cette présentation. Je remercie encore Cathy Barré-Beaumard pour ses précieux conseils. N'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur Parcours Croisé. Oui, Merci à vous. et les échanges peuvent être plus précis, je peux être moins généraliste dans les échanges, n'hésitez pas. Tout à fait, Cathy. Merci à vous. Merci beaucoup, à tous.